Hello, good morning, ladies and gentlemen, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Updates on the African Television. We are pleased to count you amongst our viewers. Did you know that resistance to antibiotics in the immune system could lead to as many as 700,000 deaths in the world every year? If you did not know, now I guess you do. It is against the backdrop of these alarming figures that we decided to evoke the topic today, that is the resistance to antibiotics in the immune system and the consequences that ensue. And for this, we have invited for you today a microbiologist in the person of Dr. Joseph Mbarga. With him, we will try to exhaust the topic. But before we do so, ladies and gents, let's meet François Kevin Jega. He has the health news that marked the week. Du 13 au 14 février 2024, le Cameroun a participé à la première revue mondiale par les pairs dans le cadre de l'examen universel de la santé et de la préparation comme panéliste pour l'examen des rapports UHPR de la SCA et de la Thaïlande à Genève en Suisse. Introduit en 2021 par l'Organisation mondiale de la santé, l'UHPR est une initiative et pilote conduite par les États membres qui leur permet de générer une théorie de changement grâce à laquelle les pays vont développer des plans d'action ciblés, renforcer leur capacité et mettre en œuvre concrète face aux urgences de santé publique. La délégation du Cameroun était conduite par le professeur Louis Richard Ndiok, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Croisade contre les maladies évitables par la vaccination. La région de l'extrême nord, désormais dotée de la plus grande unité de coordination et de réponse contre la poliomyélite et d'autres fléaux sanitaires. L'unité de coordination a été inaugurée le 13 février dernier. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Santé publique et certains partenaires du gouvernement, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite au Cameroun. Lutte contre le paludisme. Le Cameroun est un modèle de prévention contre cette maladie. En prélude à la conférence des ministres de la Santé des pays les plus touchés par le paludisme, que le Cameroun accueille du 6 au 6 mars prochain à Yaoundé, une équipe ministérielle de la santé publique et l'Organisation mondiale de la santé, conduite par le conseiller technique numéro 1, s'est rendue le 19 février 2024 dans la banlieue de Soa, à quelques encablures de Yaoundé. Une descente de repérage dans le but de visualiser, voire scénariser le déroulement de la visite des ministres de la Santé qui seront présents au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, a effectué une visite de travail dans la région du Sud, dans l'arrondissement de Miomé-Sala, le 23 février 2024, en vue de vérifier les équipements et les techniques à l'hôpital de district de la localité. Depuis ce matin, se déroule un briefing des médias dans la région du centre à Yaoundé en vue de la toute première campagne de l'année 2024 pour la vaccination de routine contre la poliomyélite qui aura lieu du 1er au 5 mars prochain dans certaines régions du pays. C'est tout pour votre rubrique Actu Santé de cette semaine. À nous revoir la semaine prochaine. Thank you, François Kevin Jega, for the plenitude of information that marked this week. While hoping that you are going to be a part of us next week, we wish you a blissful weekend. As you heard in the very introduction of our program today, we're receiving a microbiologist who has researched extensively on the topic which we are discussing today, which is the resistance to antibiotics and the consequences that ensue. He is the person of Dr. Joseph Mbarga, whom we are welcoming to our set this morning. Good morning. Good morning. Comment allez-vous ce matin, Dr. Mbarga? Je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous parlons de la résistance aux antibiotiques. Est-ce que vous pouvez nous dire en des termes plus simples, bon, c'est assez simple comme ça, oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? La résistance aux antibiotiques, il faut déjà le noter, est un phénomène naturel. La définition très simple, c'est le fait en réalité qu'un micro-organisme, une bactérie en l'occurrence, puisse résister à un antibiotique auquel elle n'était pas résistante auparavant. Donc ce phénomène survient pour plusieurs causes, sans doute on va les évoquer de façon plus profonde, mais disons tout simplement que la résistance aux antibiotiques arrive simplement parce que les bactéries qui étaient sensibles aux antibiotiques sont devenues en réalité plus résistantes. Quand on dit résistante, ça signifie simplement que les traitements qui fonctionnaient auparavant ne fonctionnent plus. C'est-à-dire si aujourd'hui j'ai
une grippe, je prends le Litacol, depuis ça fonctionne, demain je prends le Litacol, ça ne fonctionne plus? Une grippe, déjà, la plupart des grippes ne sont pas d'origine bactérienne. Okay. Donc, prenons une infection plus simple, comme une une infection urinaire, disons-le comme ça, oui, causée par exemple par une bactérie qu'on prend en exemple, Escherichia coli, qui est une bactérie très couramment impliquée dans les infections urinaires. Donc, si, par exemple, en 2022, vous avez contracté une infection urinaire, vous l'avez facilement soignée avec de la crimétoprime, c'est un antibiotique, et que la même crimétoprime ne fonctionne plus aujourd'hui, en réalité, il est possible que les germes qui sont facilement morts pendant la précédente infection aient développé une résistance. Et pour, sans doute, on va évoquer les moyens de lutte contre cette résistance. Mais quelles sont donc les causes de ces résistances-là? La résistance aux antibiotiques a plusieurs causes aujourd'hui, parce qu'il faut déjà noter que les antibiotiques ne sont pas uniquement utilisés en santé humaine. On les utilise aussi beaucoup en agriculture, en élevage, surtout en élevage, de façon parfois très abusive. Donc aujourd'hui, la résistance aux antibiotiques est due premièrement à la mauvaise utilisation des antibiotiques. Premièrement, c'est la cause majeure, la mauvaise utilisation des antibiotiques. Tout à l'heure, vous parliez de grippe. Généralement, lorsqu'on a une grippe, il faut consulter un professionnel de santé. Très souvent, on ne le fait pas. On se lance donc dans une automédication qui, malheureusement, n'a pas toujours l'effet escompté. À court terme, ce n'est pas très visible, mais sur le long terme, les conséquences se font ressentir, notamment avec les germes, c'est-à-dire les bactéries par exemple, qui sont régulièrement exposées à des petites doses d'antibiotiques. Et lorsqu'elles sont exposées à ces petites doses, elles s'adaptent progressivement, elles s'adaptent et elles deviennent résistantes. Donc il y a donc ce problème d'automédication. On a tous notre grand-mère ou notre maman à la maison qui, une fois qu'on souffre de maux de tête, nous dit « tu as déjà pris des antibiotiques ?» Tout le monde le sait. Donc, ce sont des comportements, en réalité, qui, à l'immédiat, n'ont peut-être pas de conséquences, mais dont les conséquences sur le moyen terme, le long terme, sont déjà très bien étudiées et elles conduisent à la résistance aux antibiotiques. Un deuxième cas, par exemple, une mauvaise médication. Lorsque vous prenez le médecin, revenons sur les infections urinaires, parce que je travaille particulièrement sur les infections urinaires. Donc, lorsque le médecin vous prescrit un médicament, disons l'ampicilline, il vous dit prenez l'ampicilline à 8 h le matin, puis peut-être à 14 h et enfin à 22 h. Généralement, on dit « Ah, j'ai oublié de prendre mon médicament ». On ne finit pas le traitement. Et qu'est-ce qui se passe dans l'organisme à ce moment-là? Lorsque le médecin donne des horaires bien précises, il faut, pour que l'antibiotique soit efficace, une certaine dose, une concentration en fait d'antibiotiques dans l'organisme. Et donc le médecin sait la pharmacodynamique, il connaît la pharmacodynamique de chaque médicament et il vous donne les horaires parce qu'une fois qu'un temps est passé, il sait que le médicament est en train de finir dans l'organisme. On parle d'un terme très simple, on pourrait utiliser d'autres termes. Et donc, pour que le médicament ne finisse pas dans l'organisme, il faut une nouvelle prise d'antibiotiques. Comme ça, la concentration en antibiotiques reste significative, de telle sorte que les bactéries n'aient pas le temps de respirer, si on peut utiliser ce terme comme ça. Donc, voilà. Allons-y donc, quelles sont les conséquences directes? Parce qu'en faisant mes recherches avant cette émission, je me suis rendu compte que 700 000 personnes meurent dans le monde chaque année de cause de résistance aux antibiotiques. En effet. Donc, quelles sont d'autres conséquences les premières conséquences qu'on observe malheureusement en milieu hospitalier, c'est le prolongement des hospitalisations. Donc, qui dit traitement dit hospitalisation lorsque le patient est hospitalisé. On a également, la résistance rend plus difficile naturellement le traitement et parfois conduit à la mort. Tout à l'heure, vous parliez des 700 000 personnes qui meurent par an. Et l'OMS prédit même des chiffres plus catastrophiques dans 10 ans et ainsi de suite. Donc, également, vous savez, il faut toujours avoir en tête que les antibiotiques
malheureusement, dans notre pays, et dans d'autres pays même, ne sont pas seulement utilisés pour la santé humaine. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. Donc, vu qu'ils sont utilisés en élevage et que ces médicaments sont toujours nécessaires, par exemple, pour soigner des infections bactériennes, n'est-ce pas? La résistance aux antibiotiques peut conduire à la mort de tout un bétail, par exemple, lors d'une infection. Donc, à la perte, lors d'une activité agronomique, disons-le comme ça. Mais l'OMS, dans ses estimations, dans 50 ans, prévoit que les conséquences vont être à la fois sur la santé, on a déjà essayé d'évoquer, mais à la fois économique, parce que le rendement, la production en réalité sera, au niveau agricole, sera totalement plus basse qu'aujourd'hui, pour les raisons qu'on évoque sur des bêtes, disons-le comme ça, des animaux en élevage qui malheureusement succomberont faute de traitement. Donc ça c'est une autre des conséquences. Maintenant revenons à nous autres humains, laissons le volet animal, agronomique. À notre niveau, comme conséquence, on a parlé des maladies déjà. Maintenant, le malheur qu'on a, c'est que la résistance se transmet dorénavant entre bactéries et pas des éléments génétiques qu'on appelle les plasmides. Et donc, ces éléments-là, en réalité, vont se comporter comme des vecteurs de gènes de résistance. Une bactérie, par exemple, qui est résistante dans notre environnement généralement, si elle se retrouve sur une surface et qu'elle rencontre des bactéries qui n'étaient pas résistantes avant, par ces phénomènes de transmission, elle peut transmettre des éléments génétiques qu'on appelle des plasmides et faire en sorte que la flore qui, dans notre organisme, était normale, n'avait pas de problème de résistance à certains antibiotiques spécifiques, en réalité deviennent également résistantes. Et donc, dans certaines conditions, si les conditions immunologiques, on parlera sans doute des personnes âgées plus tard, les conditions immunologiques ne le permettent pas, la flore, la normaflore, ou alors la flore normale de l'organisme peut, et généralement c'est ce qui se fait lors des infections urinaires, c'est la flore normale qui se met à nous déranger. Donc lorsqu'elle se met à nous déranger, on a l'habitude de traiter l'infection de façon très rapide avec les antibiotiques existants. Mais si notre flore normale elle-même a déjà des gènes codants pour une résistance à tel ou tel antibiotique, les problèmes ne font que s'aggraver. Et les estimations qu'on fait aujourd'hui disent que ce problème ira de façon croissante chaque année et des résolutions très fortes doivent être prises. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? Ce qu'on doit faire va sur 3 volets. Le premier volet, c'est le volet individuel. Le deuxième volet, c'est le volet des professionnels de santé. Et le troisième volet, c'est au niveau politique. Au niveau individuel, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est laver régulièrement les mains, on le dit tout le temps, pour éviter les infections. Déjà, quand on évite les infections, naturellement, on se protège des maladies, on n'est pas obligé de prendre des antibiotiques. Deuxièmement, il faut éviter l'automédication. Il faut drastiquement l'éviter. En temps normal, tout à l'heure, quand on entrera dans le volet des professionnels de santé, vous comprendrez pourquoi. Avant de prescrire un médicament, le professionnel de santé, le médecin, le laborantin même, va effectuer ce qu'on appelle l'antibiogramme. L'antibiogramme, en réalité, montre aux médecins les antibiotiques auxquels la bactérie résiste, auxquels la bactérie est sensible. Et donc, naturellement, le médecin fera le choix des médicaments un peu plus forts, qui vont effectivement fonctionner contre l'infection. Donc, quand on fait l'automédication, imaginons un seul instant, lors de l'antibiogramme, malheureusement, les résultats sortent souvent soit le lendemain, soit un peu plus tard, mais c'est important. Donc, imaginons un seul instant, l'antibiogramme, on le fait à l'hôpital. Le médecin se rend compte que l'ampicilline ne va absolument pas fonctionner, qu'il faut par exemple de la céphazoline, n'est-ce pas? Et qu'à la maison, génie que nous sommes très souvent, nous décidons de prendre de l'ampicilline parce que ça se vend comme des petits bouts de pain un peu de partout. Alors on se met à prendre de l'ampicilline. Le lendemain, quand on peut retirer les résultats, on se rend compte que le médecin nous prescrit plutôt de la céphazoline.
qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisme? On a commencé à exposer la flore à des concentrations d'antibiotiques qui vont stresser autant pour moi les bactéries, et en réponse à ce stress, il y aura développement de la résistance. Donc au niveau personnel, il faut impérativement et drastiquement éviter l'automédication. Venons-en aux professionnels de santé. Les professionnels de santé doivent toujours prescrire les antibiotiques après antibiogramme. Ça, parce que sans antibiogramme, c'est pas très différent de l'automédication en réalité. Donc, de deux, il faut sensibiliser au niveau hospitalier les populations à ces phénomènes-là de résistance qui sont croissants régulièrement. Le troisième point, c'est au niveau des soins hospitaliers eux-mêmes. Il faut une hygiène pertinente, parfaite, pour éviter que la transmission ne se fasse, par exemple, entre des patients. C'est ce qu'on appelle généralement les maladies nosocomiales. Ce sont des maladies qui, lorsqu'on entre à l'hôpital, ne sont pas présentes, mais qu'on acquiert en milieu hospitalier. Et ça existe, c'est très connu, c'est très documenté également. Maintenant, au niveau des pouvoirs publics, ou alors au niveau politique, les responsables politiques, premièrement, il faut diffuser régulièrement des informations relatives à ce sujet-là. C'est un sujet qui est très peu connu, très peu traité, et donc il faut sensibiliser les populations avant que ça ne devienne très grave. Deuxièmement, il faut un programme de surveillance robuste pour établir, par exemple, d'ailleurs, on fait ce qu'on appelle le mapping. On sait, par exemple, dans telle zone, on retrouve telle bactérie qui résiste à tel antibiotique et ainsi de suite. Donc, on fait une surveillance globale du territoire en mettant à jour régulièrement les informations. Donc, ce travail-là ne peut pas être fait par un individu X ou lambda, ou alors par un simple professionnel de santé, par un seul hôpital. C'est un travail qui concerne tout le triangle national et où on va imposer une certaine façon de faire. On va récolter des informations, les faire traiter par des professionnels et mettre à jour la base de données pour éviter progressivement que le problème se propage. Et le dernier point au niveau des responsables politiques, c'est une législation ferme par rapport à l'usage des antibiotiques, à la prescription et à l'usage des antibiotiques. S'il n'y a pas, ailleurs, on n'achète pas des antibiotiques sans ordonnance. Ça, c'est impossible, complètement impossible. Donc, une législation pareille sur notre territoire va également beaucoup aider. Quelles sont certaines alternatives que nous pouvons utiliser si on décide de ne pas prendre des antibiotiques? À l'heure actuelle, alternative sur le plan direct, je dirais que ça se fait beaucoup plus sur le plan de la recherche, n'est-ce pas? Mais sur le plan direct, comme j'ai dit, il y a des composés naturels. Les remèdes de grand-mère? Non, non, surtout pas. Des composés naturels qui sont, tout à l'heure on parlait des probiotiques, par exemple des probiotiques qui vont renforcer le système immunitaire, qui vont essayer de renforcer la barrière épithéliale, qui vont permettre de lutter contre les bactéries pathogènes avant même qu'on ne soit malade. Ça sont des aliments, parce que ce sont des aliments en réalité, qui se vendent même au supermarché et un peu de partout. Et surtout de l'autre côté, où j'étais dernièrement, en Gaoundéré, et même dans le Grand Nord, ils ont leur dakirela, leur lait fermenté. Ce sont des probiotiques en réalité. Quand c'est bien fait, en réalité, ça peut beaucoup aider. Maintenant, je ne vais pas entrer dans la phytothérapie, parce que pour ça, il faut déjà voir des professionnels aussi dans ce secteur-là. Et malheureusement, avec la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes pour soigner des infections. Malheureusement, les normes ne sont pas toujours établies, donc on se retrouve dans des cas d'automédication, ce qui n'est pas toujours agréable. Cependant, au niveau de la recherche, et là ça concerne également nos responsables politiques à notre niveau, moi je travaille exclusivement ou alors en grande partie sur les plantes médicinales camerounaises, je ne les prends pas ailleurs, plantes camerounaises, et les résultats qu'on obtient nous montrent que la flore camerounaise peut servir dans l'élaboration de nouveaux médicaments, notamment antibactériens, ou même de façon plus globale antimicrobiens. Donc,
Il y a des techniques plus poussées comme la phagothérapie. Il n'y a pas de petits secrets que vous pouvez partager avec nous sur certaines plantes qui peuvent nous aider? Non, ça serait faire un bond en avant presque inutile. Parce que vous n'avez pas encore atteint la fin de vos voilà, recherches, il faut, les médicaments qu'on prend aujourd'hui, je reprends le cas de l'ampicilline, ce sont des médicaments bien dosés, dont on connaît la concentration, dont on connaît la forme galénique qui a été utilisée pour confectionner et tout. Aujourd'hui, dire à quelqu'un, par exemple, que l'écorce jaune soigne les infections urinaires. Ou alors que l'ail aussi soigne les infections urinaires. C'est pas prouvé. Au niveau de l'écorce jaune, c'est prouvé. Je travaille particulièrement sur l'écorce jaune. Et il y a des publications qui ont été faites à ce propos. Mais malheureusement, on n'a pas encore une forme finale, donc composée sous forme admissible, si on peut le dire ainsi, directement utilisable. Donc on ne peut pas recommander tant qu'on n'a pas encore ce produit final, là, comme les gélules d'antibiotiques qu'on prend régulièrement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un certain âge auquel on devient plus faible et exposé à la résistance aux antibiotiques? C'est-à-dire peut-être quand on est déjà vieux et puis on a déjà pris assez d'antibiotiques dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, oui. Bon, l'exposition récurrente aux antimicrobiens ou même à toutes les substances qui pourraient stresser les micro-organismes conduit nécessairement à des changements au niveau de la flore. Donc, malheureusement, plus on vieillit, plus, très souvent, c'est ce qu'on observe, le système immunitaire s'affaiblit. Donc il faut faire plus attention. Ce qui fait que si un aîné, un papa, un aïeux est atteint d'une infection, même sans la résistance aux antibiotiques, il est déjà plus vulnérable en réalité. Cependant, il n'est pas prouvé que l'état de vieillesse de l'individu puisse avoir une corrélation avec la résistance aux antibiotiques. Je n'ai jusqu'à ce jour pas lu d'études à ce sujet. Merci Dr Mbaga d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous avez un mot pour la fin? Non, juste un coucou à toute l'association d'étudiants camerounais de Moscou et surtout à tous les étudiants camerounais de l'Université russe de l'amitié des peuples. Merci à vous. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi jusqu'à cet instant. Juste derrière, retrouvons Valérie Naesomba. Aujourd'hui, elle nous revient avec les astuces de la semaine. Le pied d'athlète est une mycose due à un champignon microscopique. Contagieux et très inconfortable, le pied d'athlète peut être traité rapidement. Cette infection touche principalement les orteils, précisément sous le creux des orteils et même la plante des pieds. Le pied d'athlète est causé par la transpiration excessive au niveau des pieds, provoquant l'accumulation d'humidité dans cette partie du corps. Le pied d'athlète touche généralement les hommes car portent la plupart du temps des chaussures fermées, parfois serrées. Les sportifs et les personnes ayant un système immunitaire faible ou affaibli sont aussi sujettes à cette maladie. Pour les premières, à cause de la transpiration excessive après les séances, et pour les secondes, en raison de la maladie qui ne permet pas au système immunitaire de se défendre. Le pied d'athlète se manifeste donc par des démangeaisons, des rougeurs accompagnées de petits boutons, de la peau fendue, sèche ou écailleuse, des ampoules, de la desquamation de la peau et même de la mauvaise odeur dans la zone des pieds. Pour éviter cette maladie, nous vous proposons quelques mesures de prévention à suivre. Tout d'abord, évitez les pieds humides après la douche. Évitez de marcher dans des endroits publics pieds nus. Évitez les chaussures trop serrées. Évitez de gratter les pieds car cela peut favoriser la propagation des lésions. Privilégiez des chaussettes en coton qui pourront absorber la sueur. Évitez d'utiliser des serviettes appartenant à autrui ou même de partager un quelconque objet personnel de ce type. Désinfectez les endroits propices à la contagion comme le sol de la salle de bain, la baignoire ou la douche.
Toutefois, quelques méthodes naturelles peuvent être adoptées pour traiter cette maladie, notamment la gilvette. Très efficace contre les champignons, elle apaise et pour cela, il suffit de mettre 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau tiède, y tremper les pieds pendant une dizaine de minutes, y rincer et sécher. Vous pouvez également faire un bain des pieds au gros sel, au citron, au bicarbonate, au vinaigre blanc ou de cidre, laisser tremper, puis rincer et ensuite sécher. Après le bain, appliquez quelques gouttes d'huiles essentielles, antibactériennes et antifongiques sur les pieds, comme l'huile de menthe poivrée, l'huile de lavande ou l'huile de coco. En revanche, ne surtout pas oublier de consulter un médecin ou un pharmacien qui pourra mieux vous outiller dans le traitement de la maladie du pied d'athlète et ainsi vous prescrire le médicament adéquat pour venir à bout de cette pathologie. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Thank you, Valerina Isumba, for the health tips that you brought to us this week. We are hoping to try 1 or 2 of them before the next week runs out. We give you the rendezvous next weekend, same time. Ladies and gentlemen, thank you for staying tuned. Stay healthy. Keep watching the programs of the African Television. Good morning.